Du coup, je fais cette petite vidéo pour vous présenter un voyage qu'on a fait avec un ami en 2019 à travers le Japon. L'idée de ce voyage c'était de visiter Tokyo quelques jours et ensuite de prendre un van au départ de Narita pour visiter l'ensemble du pays. L'avantage du van c'est qu'on avait qu'une location pour tout le voyage, on avait à la fois notre véhicule et notre logement. Ça nous faisait de belles économies car on avait plus de chambre à louer à part à Tokyo où on a dû louer un logement quelques jours. Et on avait surtout la liberté de pouvoir se déplacer n'importe où dans le pays et de visiter ce qu'on voulait au fur et à mesure de nos envies. Au final, on a parcouru 3000 km et on a visité 12 préfectures du Japon. Je vais vous montrer dans cette vidéo tous les endroits qu'on a visités et ça pourrait vous donner des idées pour de potentiels voyages au Japon. C'est la première vidéo que je fais, donc dites-moi à la fin si ça vous a plu en mettant un petit commentaire en bas de la vidéo. Je regarderai tout ça et ça pourrait m'aider pour les prochaines vidéos. On est arrivé en milieu de journée à Tokyo et du coup on a visité le quartier d'Asakusa pendant l'après-midi. On a commencé par se faire un bon petit resto de sushi, puis après on est allé visiter le temple au milieu du quartier et on a fait un peu les rues commerçantes aux alentours. On est allé ensuite vite fait dans le quartier Ueno pour déposer nos affaires dans le capsule hôtel qu'on avait loué pour 2 nuits. Le soir même, on a fait un petit tour dans le quartier d'Akihabara qui est connu pour être le quartier de l'électronique. On a visité quelques magasins, mais on a surtout passé du temps au Sega Center où on a joué à pas mal d'UFO Catcher. C'est des machines avec une pince métallique qu'on dirige pour essayer de faire tomber un lot et le remporter. Ce qui a été le début d'une certaine addiction qui nous a suivi un peu pendant tout le voyage. Le deuxième jour, on avait prévu de visiter la Tokyo Tower. C'est un peu un équivalent de la Tour Eiffel au Japon et ça reste un bâtiment emblématique de la ville. On avait là-haut une vue incroyable sur la ville, même s'il faisait pas très beau le jour où on y allait. Mais je trouvais qu'il y avait un petit côté mystique avec tous les gratte-ciels qui sortaient du brouillard. C'était assez incroyable et impressionnant à voir. C'est pas trop fait pour les gens qui ont le vertige. Et à l'intérieur, il y avait un petit musée sur l'anime One Piece, qui est assez sympa à faire même si on n'est pas fan. Ensuite, on s'est baladé dans le quartier de Shibuya jusqu'en fin de soirée. On a fait quelques magasins et on a traversé le fameux Shibuya Crossing. On a terminé la soirée à l'Aquaspa où on a pu se détendre tranquillement dans les eaux thermales. Le lendemain, on a visité le quartier de Ueno, on avait passé nos 2 premières nuits. Là, je vous ai mis quelques photos du capsule hôtel. Le quartier de Ueno est assez sympa avec son grand parc et les temples qui se trouvent à l'intérieur. Il y a aussi quelques musées qui sont super intéressants pour découvrir l'histoire du Japon. Au final, c'est un grand espace de verdure au milieu de la ville où on peut se balader tranquillement comme si on était à la campagne. On oublie un peu toute la ville autour. Le quartier compte aussi beaucoup d'izakaya, des petits restos où on peut boire un verre et manger tranquillement en discutant un peu avec les gens autour.
Le soir, on n'a pas pu résister à retourner aux UFO Catcher pour essayer de capturer nos premiers Pokémon. On a pu récupérer 2 magnifiques Dracolos, on était bien contents. Ensuite, on a pris le train pour Narita pour aller dormir dans l'agence de location où on devait récupérer le van le lendemain. Du coup, le 4e jour, on a enfin pu découvrir le van qui allait être notre seule maison pour les prochaines semaines. C'était la première fois de notre vie qu'on louait un van, du coup on était à la fois un peu excité par l'aventure qui nous attendait, mais aussi stressé parce qu'on savait pas du tout où on allait dormir et ce qui allait se passer. En plus c'était la première fois qu'on devait rouler à gauche, c'était assez perturbant au début. Pour commencer le voyage, on voulait remonter vers la ville de Nikko et voir le lac Shuzenji. Sur le chemin, on a croisé par hasard un château, du coup on a décidé de s'y arrêter et c'était une visite assez sympa. On a ensuite repris la route vers Nikko. Il commençait à se faire tard, du coup on était un peu en retard sur notre planning. Au final, le trajet avait pris plus de temps qu'on pensait et on est arrivé dans les montagnes assez tard le soir. On était assez impatients d'arriver et on espérait trouver un endroit pour se poser. Le lendemain, on s'est réveillé au bord du lac Shuzenji. Et là, on a vu une vue incroyable. Parce que quand on était arrivé la nuit, on voyait absolument rien. Et là, de voir le lac et les montagnes, c'était juste magnifique. On est ensuite allé aux chutes de Kegon qui étaient juste à côté du lac. Elles mesurent 97 mètres de hauteur et font partie des 3 plus hautes chutes d'eau du Japon. Ça vaut le coup d'œil quand on passe par là. En redescendant la montagne, on a croisé pas mal de singes au bord de la route, du coup on allait jeter un petit coup d'œil. On est finalement revenu vers la ville de Nikko, on voulait voir un pont sacré qui s'appelle le Shinkyo et qui mène au temple qu'on voulait visiter. Son nom c'est le Nikko Tochogu et c'est un sanctuaire Shinto qui date de 1617. À la fin de notre visite, on a repris la route pour aller vers la préfecture de Fukushima où on voulait visiter la ville d'Eizu Wakamatsu et le lac Inawashiro juste à côté. On avait aussi repéré un petit village onsen qui était sympa, qui s'appelle Higashiyama Onsen. Après s'être détendu tranquillement dans les onsen, on a repris la route pour aller vers le lac. On s'est retrouvé dans la nuit avec des conditions climatiques terribles, de la pluie, de la neige, et on voyait quasiment rien. À un moment, on s'est retrouvé sur une route avec des jets d'eau qui sortaient de la chaussée, c'était hallucinant.
Avance, vas-y, avance un peu. Une voiture derrière. De se dire c'est quoi ces débiles. Je me demandais à quoi ça servait ces trucs là au début. Putain. Oh bordel. Putain comme ça gicle. Oh putain. Démarre. Ça sort d'où tout ça? Ça sort d'où? Putain la route c'est une piscine. Oh putain. Putain on se croit à Aqualand là. Putain. Ça sort d'où? Putain c'est un délire quoi. Putain j'avais jamais vu ça de ma vie quoi. Si elle vient d'où toute cette eau? Je pensais que c'est l'eau qui ruisselait par-dessus la route mais en fait ça vient pas. On dirait qu'elle vient d'en dessous. On est enfin arrivé près du lac où on a galéré à trouver un endroit pour se garer. On s'est pris un petit apéro et on a pu enfin se poser tranquillement. Au réveil, on a découvert qu'on était juste à côté du lac et on avait une vue incroyable dont on n'avait pas pu se rendre compte en arrivant le soir. Après s'être baladé un peu au bord du lac, on est revenu vers la ville d'Aizu Wakamatsu où on voulait visiter le château. On avait aussi repéré un magnifique temple du nom de Sasa Edo. Après avoir visité la ville, on a décidé de remonter vers le nord, ce qui n'était pas du tout prévu dans notre voyage, mais on a découvert un endroit qui semblait super sympa. On a contourné le mont Bandai pour se rendre au lac Kibara qui se trouvait juste derrière. Juste à côté du lac, on s'est rendu à un hôtel qui s'appelle Ura Bandai. À l'intérieur, il y avait une petite salle de jeu et un resto, mais surtout un onsen incroyable à l'extérieur où on s'est baigné au milieu de la neige. Le lendemain, après avoir dormi sur le parking de l'hôtel, on a repris la route pour traverser le pays d'est en ouest.
On voulait se rendre au Yaiko-jinja, un sanctuaire shinto situé au sud de la préfecture de Niigata. Vu qu'on était en hiver, on a découvert des paysages enneigés fantastiques. Il faut monter au moins au nord des préfectures de Fukushima et de Niigata pour voir ce genre de paysage. Sur la route, on croise toujours des barrières un peu étonnantes pour délimiter les chantiers. Là, ce sont des singes, mais ça peut être plein d'autres choses comme vous verrez dans la suite de la vidéo. Après une longue route, on est arrivé au Yaiko-jinja. Il a été fondé il y a plus de 2400 ans au pied du mont Yaiko, mais il a été détruit en 1912 suite à un incendie qui a pris naissance dans le village et a été reconstruit en 1916. A la fin de notre visite, on a repris la route pour repartir vers le sud. On souhaitait se diriger vers la ville d'Ojiya où se trouve un aquarium spécialisé sur les carpes koi. Il regroupe pas mal d'espèces avec des bassins en intérieur et en extérieur. Le lendemain, on a repris la route vers la gorge de Kiyotsu. C'est l'endroit où on peut admirer un des 3 plus grands canyons du Japon. Sur le trajet, on a traversé des paysages de montagnes et de forêts enneigées, tous plus beaux les uns que les autres. Après avoir traversé un long tunnel creusé dans la montagne qui était assez flippant comme vous avez pu le voir, on est enfin arrivé sur plusieurs ouvertures qui nous permettaient d'admirer le canyon, dont un avec un bassin où on devait marcher pieds nus dessus. Tout ça faisait partie d'une sorte d'expérience sensorielle qu'on découvrait petit à petit en traversant le tunnel. Je peux vous dire que marcher dans l'eau glacée en plein milieu de l'hiver au mois de décembre, c'est pas super agréable. Après avoir refait le long chemin dans le tunnel, on a enfin pu reprendre le van pour continuer notre traversée des montagnes. Notre prochain objectif était d'aller à Maguse Onsen. C'est un lieu incroyable où on peut prendre un bain tout en haut d'une montagne.
fin de journée, on est descendu vers l'agglomération de Yamanouchi où se trouve la cité thermale de Yudanaka Onsen. On s'est refait un bon petit onsen pour finir la journée, puis un petit resto sympa dans le coin. Dans cette nouvelle journée, on voulait visiter le parc de Jikogudani où on peut voir des singes des neiges, des macaques se baigner dans les onsen. Avant ça, on a fait une longue marche à travers la forêt au bord d'une rivière qui était assez jolie. On est ensuite revenu vers l'agglomération de Yamanouchi où on s'est baladé dans le village de Shibu Onsen. C'est un village tranquille au bord de la rivière où on se rend surtout pour faire le tour des sources thermales. Ce village est aussi connu car il aurait inspiré Hayao Miyazaki pour la réalisation des décors du voyage de Chihiro. On a d'ailleurs des petites allusions au film dans les décorations du village. Pour continuer de faire le tour des meilleurs villages onsen du Japon, on a décidé de se diriger vers la ville de Kusatsu Onsen. C'est le village onsen le plus connu et le plus réputé du Japon. Par contre, on a eu la mauvaise surprise de découvrir que la route de montagne qui y menait était fermée, du coup on a dû faire un gros détour pour y aller. Ça nous a au final conduit vers une belle route paysagère au niveau de la commune de Tsumagoi. Après avoir fait une petite pause là-bas et pris plein de photos, on a fini la route vers Kusatsu. Après avoir fait tout ce trajet, on voulait juste se poser tranquillement dans un onsen et se faire un bon resto. C'est quand même la base d'une bonne fin de journée de road trip au Japon. Et c'est à ce moment-là qu'on a croisé complètement par hasard le youtubeur Ichiban Japan. Ces vidéos m'ont un peu aidé à planifier l'itinéraire du voyage. C'était plutôt cool de le rencontrer et de discuter un peu avec lui. On s'est baladé tranquillement dans les rues de ce village qui a beaucoup de charme. On a ensuite testé les petits bains aux eaux sulfureuses qui se trouvaient au centre du village. Le bain était super chaud et nauséabond et on a bien rigolé avec les japonais qui étaient dedans. Le 10e jour, on est resté pas mal de temps dans le village où on a assisté à la cérémonie du Yumoni le matin. Puis on s'est baladé dans le parc Seinokawara dans lequel Ichiban Japan nous avait conseillé un grand onsen en plein air.
On a refait un bon tour dans le village et on a fait pas mal de boutiques, puis on est reparti vers la ville de Tomi où on voulait passer la soirée. On n'avait pas grand chose à y faire mais c'était sur la route pour Matsumoto, et puis on a trouvé un petit établissement qui était sympa pour passer la soirée. On a consacré l'ensemble de notre 11e journée à la visite de la ville de Matsumoto. On voulait y découvrir un des plus beaux châteaux historiques du Japon. Il est surnommé le Corbeau en raison de sa couleur noire, il fait aussi partie des 12 derniers châteaux authentiques du Japon. Sa construction a commencé en 1504 dans la période Sengoku. C'est personnellement le plus beau monument que j'ai visité au Japon. Arrivé au milieu du voyage, on a dû affronter le moment redouté de la laverie au Japon. C'est pas les mêmes machines qu'en Europe et on comprenait pas grand chose au japonais. On y a passé un bon moment. Et vu qu'on est des enfants, direct après les tâches ménagères, on allait jouer au Sega Center. On y a trouvé le pire apéro français qu'on pouvait trouver au Japon. C'est comme si on avait mangé des saucissons et du fromage en plastique. Ensuite, on a trouvé un super onsen juste à côté du Sega Center. Et c'est toujours un plaisir de fou le soir, comme le petit bol de ramen au restaurant. Tout ça, c'était le grand classique de nos soirées au Japon. Enfin, pour dormir, on est allé au parc des Alpes qui surplombe Matsumoto, où on a une super vue sur la ville. On y a fait une petite balade avant d'aller se coucher. Le lendemain, on a décidé de partir vers les villages reculés des Alpes japonaises. L'objectif de la journée, c'était de visiter la ville de Takayama, qui fait partie de la préfecture de Gifu. C'est une ancienne cité féodale qui a des bâtiments datant de l'époque Edo. Après s'être bien baladé toute la journée, on a repris la route pour se diriger vers le village de Shirakawago. C'est un village magnifique au cœur des montagnes, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vu qu'on est arrivé assez tard, on n'a pas pu visiter le village le soir même, par contre on a pu passer une bonne soirée dans un onsen qu'on a eu la chance d'avoir que pour nous. Le 13e jour, les réveils se faisaient de plus en plus difficiles, surtout à cause du froid la nuit. Le chauffage de notre V-Van ne fonctionnait pas très bien et en plus on était en plein hiver. On avait aussi des rideaux tout pourris avec des ventouses qui tenaient pas, du coup on se prenait toute la lumière le matin. Et heureusement on avait une belle visite ce jour-là avec la visite du village de Shirakawago. C'est un village datant du 11e siècle qui est resté très longtemps isolé du reste du Japon. Les habitants ont dû s'adapter à un environnement difficile par leurs propres moyens. Ils ont notamment construit des maisons avec un impressionnant toit de chaume qui peut résister à une quantité abondante de neige. Cette architecture porte le nom de Gasho Zukuri qui signifie littéralement « construit comme les mains en prière ». Elle s'élève à la manière des mains d'un moine bouddhiste qui fait sa prière. Le lieu est juste magnifique. Dans la continuité, on est remonté vers le nord, vers le village de Gokayama.
C'est un village similaire à celui de Shirakawago, par contre il est beaucoup plus petit mais situé plus haut en altitude. Je trouve qu'il a encore plus de charme que le précédent. Le 14e jour, on a repris la route vers le sud pour venir un peu plus vers Tokyo. On avait repéré sur le trajet la ville de Gujo-Hashiman qui semblait super intéressante, notamment avec son château féodal. Ce château était en plus situé en haut d'une colline, ce qui permettait d'avoir une vue incroyable sur la région. Après avoir déjà fait pas mal de routes pour se rendre à Gujo-Hachiman, on en a encore refait pour aller jusqu'à Gero Onsen. Comme son nom l'indique, c'est une cité thermale où on allait enfin pouvoir se détendre. C'est en plus une des plus réputées du Japon. On était impatients d'y arriver. Le 15e jour, on est parti en direction de la ville de Suwa, qui est notamment connue pour son lac qui aurait inspiré Makoto Shinkai pour la réalisation du film Your Name. C'est un film d'animation japonais qui est sorti en 2016. On est rapidement passé en véhicule au bord du lac, puis on est allé vers le temple Suwa Taisha pour ensuite aller vers le Tateshi Park. Le parc Tateshi est l'endroit où il faut se rendre pour avoir une vue incroyable sur le lac. C'est cette vue qu'on retrouve dans le célèbre film d'animation Your Name. On est resté là-bas jusqu'au coucher de soleil et ça a sûrement été un des plus beaux qu'on ait vu de notre vie. Et c'est là que mon ami s'est découvert une nouvelle passion en tant que conducteur de pelle mécanique. Peut-être le début d'une nouvelle carrière. Pour finir la journée, on est redescendu dans la ville où on allait à Suwakoland. C'est un établissement où il y a à la fois un onsen incroyable, une piscine, une salle de repos et en plus un restaurant.
Que demander de plus pour une bonne fin de soirée? Le lendemain, on a repris la route pour continuer de se rapprocher de Tokyo. Sur le chemin, on comptait d'abord s'arrêter au niveau du lac Kawaguchi, où on peut avoir une vue magnifique sur le mont Fuji. On n'avait pas encore pu le voir du voyage, donc c'était une bonne occasion de l'admirer un peu et de prendre quelques photos. On s'est ensuite rendu dans la ville de Fuji-Yoshida où on a visité le parc d'attractions Fuji-Q Island. Juste à côté du parc, il y avait un Don Quichotte où on a encore trouvé des UFO catchers. On n'a pas pu s'empêcher d'y passer toute la soirée pour essayer de remporter des lots comme des figurines ou des peluches. On a vraiment eu du mal à s'arrêter et on a complètement pillé le magasin. Le gérant nous a même pris en photo pour l'accrocher dans le magasin. On aimerait bien y retourner un jour parce que le magasin est super cool et on aimerait voir si notre photo est accrochée là-bas. J'ai enfin pu capturer mon deuxième Pokémon, un magnifique Faramp. On avait tellement de l'eau qu'on avait quasiment plus de place pour dormir dans le van. Le 17e jour, on est parti vers la ville d'Akone où on peut trouver un superbe lac qui est connu aussi pour son torii au bord de l'eau. C'est un lieu très prisé des photographes. Ça, c'est ce qu'on voit sur beaucoup de photos du Japon, on pense voir un endroit tranquille au bord du lac, mais la réalité est bien différente. Les gens font 10-15 minutes de queue pour pouvoir prendre leurs photos. C'est un peu ridicule, du coup on a juste pris notre photo à côté. Là on est au mois de décembre, j'ose même pas imaginer ce que ça doit être en été. Du coup on n'est pas resté très longtemps, on a repris le van et on est parti vers la ville d'Odawara. On a décidé de se rendre dans cette ville car on avait vu un château japonais qui semblait sympa à visiter. Et c'était aussi surtout pour nous un bon point de départ pour traverser Tokyo le lendemain matin. Ce jour-là, on arrivait à la fin de notre road trip, du coup on voulait partir très tôt le matin pour traverser Tokyo et pas avoir de problème de circulation. On a dû mettre au moins 2 heures pour traverser l'agglomération. C'était quand même plutôt sympa de traverser Tokyo par l'autoroute. On est passé entre les gratte-ciel et j'ai pu prendre quelques photos et vidéos.
Le dernier jour, on a fait un petit arrêt dans la petite ville de Sawara. On s'est arrêté là parce que c'était pas très loin de Narita où on devait rendre le van. Il n'y avait pas grand chose à visiter, mais c'était plutôt joli, même avec la pluie. Une fois le van rendu, on est retourné à la gare pour prendre le train vers Tokyo. On a pris une petite chambre dans le quartier d'Asakusa pour 3 nuits. Il y avait un petit bar dans le bâtiment l'été, ça nous a permis de parler avec quelques japonais. On s'est refait un petit game center dans la soirée et on a découvert qu'il y avait un terrain de baseball sur le toit, du coup on est allé tester. En vrai c'est super sympa le baseball, ça permet de se défouler et en plus on rigole bien parce qu'on n'est pas très bon. Sur le 20e jour de notre voyage, on a décidé de passer la journée à Odaiba. C'est un quartier de Tokyo construit sur une île artificielle. On s'est pas mal baladé dans le quartier le matin, on était tranquille, il y avait personne. On a vu le Rainbow Bridge, la Grande Roue, on est passé devant le siège de Fuji TV, un bâtiment emblématique d'Odaiba. Puis on s'est rendu au Team La Planète, c'est une exposition numérique immersive. Après cette pause hors du temps, on allait faire un petit tour au Round Run. On y a fait pas mal de sports, du foot, du basket, du bowling, du baseball. On a acheté un petit coup d'œil au magasin Gundam, mais on a surtout regardé l'attraction principale qui est un gigantesque Gundam qui s'anime devant le centre commercial. Tu veux le compte à rebours? C'était une journée super sympa, c'est vraiment un quartier qui vaut le coup d'œil pour y passer une bonne journée. On a refait un petit tour dans le quartier le soir où on s'est baladé, on est repassé devant la Grande Roue. On est aussi allé voir le Rainbow Bridge qui était allumé. C'est le soir qu'on comprend pourquoi il porte ce nom. La vue était vraiment magnifique. Et non, on n'est pas à New York. Tokyo a aussi sa statue de la liberté. Elle est 7 fois plus petite que celle de New York, mais quand même impressionnante. Je pense que je retournerai là-bas un jour. Après avoir passé 3 semaines au Japon, on arrivait à notre dernier jour de voyage.
Pour finir, on s'est juste baladé dans Asakusa où on a fait quelques boutiques et on a repris les transports pour retourner vers l'aéroport. J'ai pris quelques photos depuis l'avion à l'aller et au retour. On peut voir depuis le ciel certains endroits qu'on a visités, notamment la ville d'Aizu Wakamatsu qu'on a fait au début du road trip. On est aussi passé au-dessus de la Sibérie, c'était assez joli. Tout ça conclut notre incroyable voyage au Japon, on en gardera des souvenirs toute notre vie. C'est surtout pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo, pour pouvoir s'en rappeler même quand on sera super vieux. Et ce n'est que le début, plein d'autres vidéos vont arriver. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures.